Alors j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui donc un nouveau sujet qui est dans la continuité des précédentes interviews. Donc le titre ça va être l'hermétisme virtuel de la compréhension psychologique. Donc à travers ce titre, comme à l'accoutumée, on va essayer de balayer à travers donc les différentes définitions. Donc tout d'abord, on va définir ce qu'on nous appelle la compréhension. Donc selon le dictionnaire de Larousse, la compréhension, c'est donc une faculté de comprendre, de percevoir par l'esprit, par le raisonnement. C'est intéressant parce que dans cette définition, ils associent ce qui est l'ordre de l'esprit du raisonnement. Peut-être qu'il y a une dichotomie, peut-être qu'il y a des biais identifiés ici. Ensuite, en termes de définition pour ce qu'on appelle la psychologie, encore une fois, ils disent que c'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Donc de manière générale, très bien. Pour ce qui est la définition de virtuel, il y a vraiment, en fin de compte, un delta entre ce qui est le virtuel et ce qui est le réel. Ils définissent comme suit. C'est qui n'est qu'en puissance, qu'en état de simple possibilité. C'est-à-dire pour eux, le virtuel, il y a le concret à côté, et il y a le virtuel dans le sens, c'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas quelque chose de réel autant que tel. C'est une projection de l'esprit. Et enfin, donc hermétique, c'est le sens le plus littéral, celui de toute fermeture parfaitement étanche et de l'objet qu'on est muni. Mais là, je pense que quand on adresse l'hermétique ou l'hermétisme, ici dans le sens de la compréhension, c'est plutôt une compréhension qui va être isolée, qui va être quelque part aussi illusoire que prisonnière dans un certain sens. En termes de citation, là, je pense que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, la fameuse citation de Bernard de Montréal, qu'on lui demandait effectivement comment aborder le supramental, il disait souvent, pour finir ou pour introduire ces sujets, qu'il n'y a rien à comprendre. C'est une de ses phrases phares qui a peut-être nous aider à nous orienter durant cet entretien. Donc, j'ai vraiment en fait ici l'impression qu'à travers le titre qui a été évoqué, que l'idée ça va être d'aborder un peu quelles sont ces fameuses limites de la compréhension psychologique. Et quand on parle d'hermétisme, encore une fois, et de virtualité, c'est dans le sens que cette fameuse compréhension psychologique est à la fois bloquante, isolante, hermétisme, et totalement illusoire de par le fait de sa virtualité. C'est contraste totalement, encore une fois, avec le réel. Alors, pour commencer cette entrevue, j'aimerais poser la première question, en reprenant effectivement la citation de Bernard de Montréal. Comment on peut s'empêcher de vouloir comprendre psychologiquement le fait qu'il n'y a rien à comprendre dans l'étude supramentale, plus loin, dans l'approche multidimensionnelle? Okay. Premièrement, on ne peut pas s'empêcher pour s'empêcher, dans le sens que c'est une attitude psychologique d'essayer de s'empêcher de, d'essayer de comprendre, etc. Il s'agit de prendre conscience, premièrement, justement, de l'hermétisme virtuel, de la compréhension psychologique, dans le sens que on ne peut pas savoir les choses, savoir la réalité d'une façon virtuelle. C'est impossible. C'est ce qui crée l'hermétisme. On ne peut pas. C'est impossible. Allez-vous? Alors, tant que l'être humain essaie de comprendre la réalité, la vie de cette façon-là, dans cet hermétisme-là, il tourne en rond et il s'emprisonne encore plus. OK? Il doit, pour se libérer de cet hermétisme-là, il doit entrer en contact fortuit ou direct ou voulu avec des personnes ou une personne qui puisse percer cet hermétisme-là. Dans le sens que cette personne-là
va aider la personne, influencer la personne à entendre ou à s'immerser dans une autre réalité. Voyez-vous? C'est pas évident, là. Premièrement, l'individu doit en arriver à réaliser qu'il ne peut sortir ou se libérer de cet hermétisme-là sans s'immerser complètement dans une autre réalité. Le problème, c'est que pendant qu'il fait ça, ou s'il essaie de faire ça, il va essayer de comprendre psychologiquement quelque chose qui ne se comprend pas psychologiquement. Autrement dit, la réalité vibratoire ne se comprend pas psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'elle est d'une logique différente. Elle est d'une prémisse différente. Elle est basée sur la réalité de l'action, sur la réalité de l'information qui passe par le matériel dans le sens de l'action. Autrement dit, qui n'est pas uniquement virtuel. Le virtuel, ça peut servir si on passe à l'action. Vous avez une idée créative, vous passez à l'action, là, ça va se définir différemment de ce que vous avez pensé. Donc, si vous continuez continuellement à penser ou à essayer de définir cette réalité-là de façon virtuelle, vous n'y arriverez jamais. C'est ce qui crée le virtuel, le virtuel de la pensée psychologique et l'hermétisme en même temps. Alors, ça prend un contact. Bernard en était un de ces contacts-là. D'autres initiés ont été d'une certaine façon des contacts pour faire évoluer l'être humain. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes comme moi, par exemple, qui sont des contacts pour d'autres individus pour sortir ou se libérer de cet hermétisme-là. On ne peut pas se libérer autrement dit. Pourquoi? À cause de l'hermétisme. Alors, ça prend une influence extérieure qui entre en contact avec cette personne-là pour que le processus commence. Voyez-vous? Pas si j'ai répondu à votre pourquoi question. Naturellement, il va y avoir une tendance chez l'homme, une espèce de pente naturelle, à se diriger vers cet hermétisme? Parce que quelque part, la compréhension, même si elle est psychologique, elle est un peu à la base même de l'éducation d'un individu. On va l'amener à apprendre et surtout à comprendre. On va aussi privilégier même un individu qui va comprendre, je sais pas moi, un théorème ou une formule mathématique ou autre, plutôt qu'à l'apprendre bêtement par cœur. En fait, là, qu'est-ce qui amène, encore une fois, l'homme à toujours privilégier cette compréhension psychologique, cet hermétisme? C'est naturel, si vous voulez. Ça fait partie du système, ça fait partie de la poussée évolutive du système vers l'homme, dans l'homme, OK? Pour qu'il développe une capacité logique, intellectuelle. Voyez-vous? Une capacité d'intelligence, une capacité à faire des liens. OK? Mais s'il continue seulement à développer ça, ce qu'il fait au niveau de sa conscience psychologique, ça mène nulle part. Il y a un autre élément. L'élément manquant, c'est l'élément vibratoire. Voyez-vous? La vie, l'homme fonctionne de façon vibratoire à 95 à 99%, mais il en est inconscient. Et autrement dit, il ne connaît pas la mécanique vibratoire. Il ne connaît pas la mécanique du système. Il n'est pas conscient de ça. Il n'est pas éveillé, si vous voulez, à cette réalité-là. Alors,
tant qu'il n'est pas éveillé à cette réalité-là, il continue l'expérience du développement de sa capacité d'intelligence, intellectuelle, etc., etc. Il tourne en rond. Il peut la développer tant qu'il veut. Il va se détruire à la développer. Parce qu'il va se penser intelligent là-dedans. Mais c'est purement virtuel. Voyez-vous? Alors, le contact va faire qu'il va commencer à réaliser ce qui se passe. La personne avec qui il est en contact va lui permettre de réaliser et avoir un sens de ce qui se passe. C'est ça qui est important. Mais avoir un sens de ce qui se passe et réaliser, s'il essaie toujours de comprendre psychologiquement, ça ne fonctionne pas. Ça l'empêche, ça l'empêche son immersion, ça l'empêche sa réalisation. Et il a besoin de cette réalisation-là pour passer à l'action, dans le sens d'observer cette réalité-là dans sa vie de tous les jours. S'il ne réalise pas, s'il n'a pas un sens vibratoire, s'il est continuellement en train d'interférer en essayant de comprendre, c'est pour ça qu'on disait qu'on dit il n'y a rien à comprendre, s'il essaie continuellement d'essayer de comprendre, à ce moment-là, il interfère dans l'enregistrement, si vous voulez, de l'expérience vibratoire, que le contact avec lequel il est essaie de lui faire vivre. Comment? Ben, en observant vibratoirement ce qu'il vit, ses problématiques, etc. Parce que l'individu est totalement inconscient là, de ce qui se passe. Penser être conscient virtuellement, puis être réellement éveillé, c'est deux choses complètement différentes. Il y a plein de gens qui se croient éveillés psychologiquement, mais dans le fond, ils ne sont pas réellement éveillés. Voyez-vous? Et plus ils tendent vers ces façons ces croyances-là, moins ils vont s'éveiller, c'est évident. Parce qu'ils vont développer encore une compréhension psychologique, virtuelle de cette réalité-là, et ça finit plus, là. Ils s'enlisent, ils vont mourir là-bas. Et je pense que sur ce contact, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important à notifier, peut-être à préciser, c'est que est-ce qu'il y a une différence en termes de qualité de contact? Il y a des gens en fait qui vont privilégier l'écrit. Ils vont se dire bon bah moi j'ai lu tout Bernard de Montréal, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir un contact, on va dire vivant, quoi, relativement au bouquin. C'est justement ça, c'est que il y a un danger, c'est que je pense que c'est important de définir ce qu'on appelle un contact. Parce que c'est quoi? C'est uniquement les écrits, c'est aussi les audios, c'est aussi des vidéos. Un contact réel, physique. Une personne, quoi. Une personne qui est éveillée à cette réalité-là. Bernard était éveillé à cette réalité-là. Les gens qui l'ont côtoyé de près, surtout, ont vécu certaines expériences qu'ils n'auraient pas pu vivre seulement qu'en écoutant les vidéos ou quoi que ce soit. Ça prend un contact direct. Pourquoi? Parce que c'est plus dynamique, c'est plus en temps réel. C'est en temps réel. Voyez-vous? L'individu peut intervenir en temps réel. Dans le sens qu'un individu pose une question, élabore quelque chose, ou vit quelque chose, et l'autre personne peut lui expliquer dans le sens d'une observation vibratoire de sa réalité, qui n'est pas nécessairement compréhensible, qui n'est pas compréhensible psychologiquement. La résistance, c'est la compréhension psychologique de ce que la personne va dire. Alors imaginez là, des vidéos où une personne ne peut pas intervenir, mais même les vidéos, je ne peux pas intervenir quand... C'est de la publicité pour moi, les vidéos. C'est mettre en contact avec cette réalité-là, c'est tout. Pour éveiller la personne à cette réalité-là, un petit peu. Voyez-vous? Ceux qui sont prêts. Mais en dehors de ça, là, ça prend un contact où il y a une intervention
pour qui permet justement la libération de cet hermétisme-là. Et là, ça fait que commencer, là. La personne commence à réaliser et ensuite, elle doit vivre un processus qui l'amène justement à observer la résistance, cette résistance psychologique-là, autrement dit, les habitudes à penser, à fonctionner de façon psychologique à travers des concepts anciens, des concepts psychologiques qui ne tiennent pas compte de la réalité vibratoire de façon scientifique. De façon spirituelle, de façon ésotérique, oui, mais pas de façon scientifique. Oui, parce que j'ai l'impression que sans cette interaction, on va dire, immédiate avec le contact physique directement avec la personne, en fait, c'est comme vous l'avez signalé, c'est que si jamais la personne est juste en contact d'écrits, de vidéos, d'audio, etc., elle peut dire « Ah bah c'est bon, j'ai compris, j'ai tout compris », mais psychologiquement, donc en fait, elle va encore plus s'enfoncer, il n'y aura pas d'ajustement. C'est ça. Ouais. À cause de l'hermétisme, justement. La personne, elle ne peut pas faire autrement. Voyez-vous? Elle essaie de comprendre psychologiquement. Quelque chose qui ne se comprend pas psychologiquement. C'est pour ça que Bernard disait, il n'y a rien à comprendre. Il y a tout à faire, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens que personne qui veut continuer à fonctionner comme ça psychologiquement, essayer d'englober psychologiquement, essayer pour une personne, essayer d'englober psychologiquement cette réalité-là, il va vivre une méchante initiation. Dans le sens qu'il va souffrir particulièrement. C'est très initiatique. Initiatique, ça ne veut pas nécessairement dire l'éveil. Mais ça vous pousse à réaliser que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous? Réaliser puis comprendre, différent. Réaliser que c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que vous savez comment ça fonctionne. Vous le réalisez. Que ça crée une ouverture à quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, la personne va être prête à absorber quelque chose d'autre. Voyez-vous? En écoutant une vidéo, par exemple, puis en entrant en contact avec une personne qui peut observer ces problématiques et lui en faire prendre conscience. Voyez-vous? Ouais, parce que c'est vrai que sans ce contact, encore une fois, direct, on s'enferme et on n'avance pas. Mais c'est vrai que quand on arrive dans cet hermétisme, il y a des gens qui vont passer indéfiniment le tour de cette espèce de virtualité, et d'autres qui vont arriver au bout et qui vont avoir besoin d'avoir d'autres choses, ou qui vont se dire, bon voilà, j'ai besoin d'avoir une autre approche. Et vous avez défini qu'il y a des gens qui sont prêts, et ceux qui ne le sont pas, justement, à casser cette virtualité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, ils vont être prêts, ils vont avoir, je sais pas, peut-être des prédispositions à casser cet hermétisme, à casser cette virtualité, et d'autres qui vont à l'inverse tourner en boucle jusqu'à la fin de leur vie? La seule façon qu'ils peuvent casser ça, c'est justement lorsqu'ils sont prêts, ils ont suffisamment souffert de l'hermétisme. Okay? Il y a suffisamment d'expérience. Et ce qui va commencer à casser ça, c'est leur quête d'un contact avec la réalité. Voyez-vous? La quête du contact avec la réalité va les amener à expérimenter de différentes façons. Les gens vont aller vers l'ésotérisme, vers la spiritualité, vont faire le tour de leur jardin et ensuite, s'ils sont en contact avec une personne éveillée, ils vont reconnaître à ce moment-là que oui, il y a une possibilité. Ils ne peuvent pas le savoir d'avance. C'est lorsqu'ils rentrent en contact avec la personne que là, ils réalisent, ou ils commencent à réaliser. Voyez-vous? Et à partir de là, le travail commence. Ça n'empêche pas la résistance psychologique à essayer de comprendre, etc. Le processus, c'est ça.
Le processus, c'est d'amener la personne ou la personne s'amener à réaliser tout ça. Voyez-vous? À réaliser qu'il y a une résistance, qu'il y a des habitudes à fonctionner de façon psychologique à travers des concepts psychologiques, etc., qui ne tiennent pas compte de la réalité vibratoire. Voyez-vous? Le côté virtuel, etc. Toutes c'est des habitudes. L'être humain a développé sa capacité psychologique par insécurité. Plus il est insécure, plus il va essayer de développer ça, plus il va compter là-dessus. Alors lui demander de s'immerser, de ne plus tenir compte de ça, ça va contre sa sécurité. C'est ça ce qui est difficile. Même dans le processus, des fois ça prend du temps avant que la personne puisse se laisser aller à absorber cette réalité-là. Et pour ça, il faut qu'elle puisse observer, se prendre les mains dans le sac, à essayer de comprendre. Au début, c'est l'autre personne la personne avec qui elle est en contact, qui va lui faire voir ça. Autrement dit, qui va lui faire prendre conscience que là, elle essaie de comprendre. Et c'est frustrant pour la personne. Voyez-vous? Puisque c'est sa seule façon de se sécuriser. Alors vous lui demandez ou vous la mettez dans une position d'insécurité, mais il faut qu'elle puisse contenir ça. Alors c'est là que ça commence. Elle est en mesure de contenir cet état d'insécurité-là. À ce moment-là, le processus commence. C'est comme demander à quelqu'un d'aller sous l'eau et respirer l'eau. Même chose. Au lieu de respirer de l'air. Ou descendre en dessous de l'eau et enlever le masque et demeurer en dessous de l'eau pendant un certain temps. On devient amphibien. On fonctionne à travers la forme, on utilise des formes, mais on est en mesure de respirer l'eau, c'est-à-dire on est en mesure d'avoir conscience de la réalité vibratoire. En même temps. Vous l'avez dit, vous l'avez identifié, donc la source de cette espèce d'approche de compréhension psychologique qui mène à l'hermétisme, c'est l'insécurité, qui a un peu forcé un peu le trait. Et vous l'aviez évoqué aussi en parallèle de tout ça, et on a l'impression que c'est encore ça qui semble être la porte de sortie de cette hermétisme, c'est la souffrance. Pourquoi cette espèce de souffrance revient et elle est un peu au cœur, on va dire, de cette espèce de volonté, en tout cas, de recherche. On a l'impression qu'à travers une quête, à travers, peu importe les gens qui sont allés vers la spiritualité, vers l'ésotérisme, toutes sortes d'écoles de pensée, on a l'impression qu'il y a un dénominateur commun qui est intrinsèque à chaque quête, c'est cette souffrance. Pourquoi c'est toujours chez l'homme cette souffrance qui va être le moteur de sa libération? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Sans la souffrance, il ne peut pas savoir qu'il est désajusté. Voyez-vous? Il ne peut pas savoir que ça ne fonctionne pas. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un peu de la survie, là. Lorsqu'un animal se fait prendre ou a de la difficulté à se libérer ou plutôt à s'esquiver, si vous voulez, d'un prédateur, il souffre en conséquence, il y a des mises en vibration, etc. Il va se faire mordre, etc. S'il réussit à survivre. Alors c'est toujours la souffrance de la situation physique à ce moment-là, mentale aussi. C'est la même chose pour l'homme. Il essaie d'être bien dans sa peau, puis il ne réussit pas. Dans le sens que il essaie d'avoir des relations avec une personne, en couple, etc. Puis il ne réussit pas. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Voyez-vous? Au début, il y a la séduction, etc. Et ensuite, chasse le naturel, il revient au galop. Tu sais? La femme s'attend au prince charmant, puis là, elle découvre que c'est pas tout à fait le plus charmant. Voyez-vous, un coup qui devient plus familier avec. Voyez-vous?
Alors, c'est ces illusions-là. Là. Ouais, bon. Alors, si elle est dans une... si les deux personnes sont dans une conscience un peu plus éveillée, ben à ce moment-là, ils vont avoir une approche différente. Donc, l'approche différente va créer cette stabilité-là, cette moins de souffrance, si vous voulez. Ouais, bon? Ils vont évoluer ensemble. Ils vont être en mesure de régler des problèmes plus facilement, etc., parce qu'il va y avoir plus de communication, etc., etc. Donc, moins de souffrance. Autrement dit, moins il y a de souffrance, plus il y a d'intelligence. Plus il y a de souffrance, moins il y a d'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on parle globalement d'être intelligent de la vie. C'est bon? Si vous avez seulement une partie qui est hermétique, justement, vous ne pouvez pas être intelligent de la vie. Donc, vous souffrez en conséquence. C'est quoi la souffrance? C'est les conséquences du manque d'intelligence, du manque d'évolution. Alors, quelqu'un qui souffre, qui se passe évoluer, posez-vous des questions. Les gens, par exemple, les gens ultra sensibles, électrosensibles, etc., ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce que, justement, il y a trop de programmes, il y a trop de conflits. Il y a un conflit principal qui les rend sensibles. Les gens sont tout fiers de leur sensibilité, mais dans le fond, c'est le conflit principal qui les rend trop sensibles. Des traumatismes dans leur vie, etc. Des très grandes insécurités. Alors, ça les rend plus sensibles que d'autres. Ils souffrent de ça. Mais ils ne font pas la relation entre les deux. Voyez-vous? Alors. J'aimerais justement qu'on reparte sur cet exemple de couple pour revenir un peu à cette notion de contact qui va permettre justement de dépasser cette compréhension psychologique. Et si jamais on part sur un exemple où dans un couple il y a une personne qui est éveillée et l'autre non, entre guillemets, est-ce que le contact va être suffisant pour tirer, entre guillemets, une personne d'une compréhension psychologique vers une compréhension multidimensionnelle? Où il faut que, quoi qu'il arrive, malgré le fait qu'il y ait un contact, il faut une sorte de prédisposition de la personne qui serait dans une approche un peu moins évoluée, entre guillemets. Est-ce que le contact est suffisant pour éveiller une personne, pour la faire rêver? Non, ça dépend de la personne. Il y en a qui ont beaucoup trop de résistance. Il y en a qui ont moins de résistance psychologique. Il y en a qui sont... C'est ça qui fait qu'une personne est prête ou moins prête à vivre un processus comme ça. Alors, ça dépend de l'historique de la personne, ça dépend de la résistance. Autrement dit, ça dépend de son insécurité. Plus elle est insécure, plus elle va avoir de la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne réussira pas, là. Mais ça peut l'empêcher de vivre le processus au complet, puis devenir autonome. Ouais, bon. Puisque ça prend justement la réalisation pour être en mesure d'observer ce qui se passe dans leur vie. Et au fur et à mesure qu'ils observent ce qui se passe dans leur vie, de façon multidimensionnelle, vibratoire, à ce moment-là, ben, ils s'éveillent, ils prennent conscience de leur personne. C'est la personne qui prend conscience, qui observe. Alors, l'observation crée l'éveil. Voyez-vous? Et ça prend un peu d'éveil pour observer, alors. Voyez-vous le paradoxe? Alors, c'est tout le temps comme ça. Alors, mais, fondamentalement, l'observation éveille la personne, fait en sorte que la personne, elle ait plus conscience de sa réalité, ou elle est plus consciente de son individualité. Ça développe son individualité, ça développe sa sécurité. La seule sécurité qu'on a, c'est notre capacité d'observation. C'est pas pour rien que l'homme a développé cette capacité-là et qu'il essaie psychologiquement de se sécuriser.
Voyez-vous? Mais c'est pas suffisant. La conscience psychologique n'est pas suffisante. Ça prend une conscience multidimensionnelle pour être en mesure de se sécuriser. Sans ça, l'être humain reste prisonnier de l'illusion de la personnalité. Il s'identifie à la personnalité. Qui s'identifie à la personnalité? C'est la personne inconsciente. Le double. Le fameux double. Si la personnalité, ce n'est pas l'identité réelle, c'est quoi l'identité réelle? C'est la personne qui est éveillée, qui commence à être dans son identité réelle, ou son double perçu à partir de la personnalité, ou perçu psychologiquement. Toute perception d'un double, ça provient d'une conscience hermétique, justement, psychologique. Lorsqu'on le vit, on n'appelle pas ça un double, c'est nous. C'est notre personne. On sait très bien, on se rend compte de l'éveil de notre personne, de notre capacité à observer, etc. Tout devient clair. Cette identification du double, c'est un peu comme la première étape. C'est justement, il va y avoir un des deux doubles qui serait la compréhension psychologique et l'autre double qui serait la compréhension la multidimensionnelle. Ouais, et le but, c'est d'aller à cette compréhension-là. Tu sais, l'affaire des doubles, puis tout ça, du double, c'est des interprétations ésotériques, psychologiques, de la réalité vibratoire. Lorsqu'on vit cette réalité-là, on ne parle pas comme ça, on ne fonctionne pas de même. Bernard parlait comme ça pour expliquer à des gens ésotériques, spirituels, parce qu'il y en avait plein dans ce temps-là, cette réalité-là. Il utilisait les formes adéquates à ces personnes-là. Il s'adaptait, un peu trop à mon goût, là, mais il s'adaptait. Voyez-vous? Moi, dans ce temps-là, j'étais obligé de décoder continuellement ce qu'il disait. C'était fatigant, là. Voyez-vous? C'était un peu ce que nous avions abordé dans une vidéo précédente. C'était d'aller plus loin que la forme qui était utilisée. Ouais, pour voir ce qu'il y a derrière. T'sais? Puis c'était pas facile pour moi quand une personne comme Bernard utilise, je sais ce qu'il veut dire, mais il parle à des gens qui ne savent pas ce qu'il veut dire. Alors. Mais il y en a qui sont encore poignés là-dedans, des histoires de double, puis ils parlent à leur double, puis le quitte. Faites attention, vous allez voir que vous allez vivre une méchante initiation, parlez votre double. C'est encore une... Est-ce que justement, le fait d'avoir un double, de parler à son double, est-ce que justement, c'est pas là une conséquence d'une compréhension psychologique? Alors, c'est évident. C'est toujours à partir de la conscience psychologique, hermétique, justement, qui fait que il y a une interprétation constante, une désinformation constante. Le problème, c'est pas l'histoire du double. Le problème, c'est la désinformation de la perception de ce que dit, ce que l'individu perçoit du double. Ça peut lui parler, ça peut faire bien des choses, mais c'est beaucoup plus son imagination à ce moment-là. Il est en contact avec quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi. C'est lui-même sur un autre plan. Dans un autre temps. C'est quoi le temps? C'est le temps de son intégration. C'est le temps de son éveil. Mais là, il n'est pas encore éveillé, là. Il parle à quelque chose, quelqu'un qui n'est pas encore éveillé, qui n'est pas encore éveillé dans la matière. Alors, et à partir d'une conscience qui n'est pas multidimensionnelle, justement, qui est psychologique. Alors, imaginez la désinformation, là. Voyez-vous? Il se parle à lui-même, en fait, là, mais de façon inconsciente.
on a l'impression que par le fait justement qu'il se parle à lui-même, il y a une sorte d'insécurité qui donne un espèce de statu quo. C'est-à-dire que c'est une personne qui est entre guillemets intéressée par cette vision multidimensionnelle, mais qui n'a pas envie de lâcher, en quelque sorte, Ah ouais, ouais. sa compréhension psychologique. Ah ouais, ouais, très juste. Il est entre les deux, et ce qui fait qu'il y a une sorte de statu quo. Enfin, C'est ça, exactement. Ouais. Puis il peut rester dans le statu quo longtemps. C'est du très bon ciment, le statu quo. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis la majorité des gens sont dans cette position-là. Ils préfèrent projeter au loin sur un écran, là, bon, toute cette réalité-là. Mais ça ne se vit pas comme ça se vit dans la matière, dans la vie de tous les jours. Quand vous mangez votre soupe ou buvez votre coke, si vous ne la sniffez pas. C'est dans la vie de tous les jours, dans votre couple, dans vos relations, etc. C'est là que ça se passe. C'est là l'application. Si vous n'êtes pas capable si l'individu n'est pas en mesure d'appliquer ça dans sa vie de tous les jours, ça ne vaut absolument rien. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure d'observer en temps réel. Parce que s'il est en mesure d'observer en temps réel, à ce moment-là, il l'applique. Ça s'applique automatiquement. Tu es obligé de s'ajuster, se réajuster continuellement. Autrement dit, il est en mesure d'interférer dans ses habitudes, autrement dit, dans le déclenchement des programmes et des automatismes. Donc, il se libère à ce moment-là, s'il est en mesure de le faire, il se libère de son plan de vie. Il crée sa destinée. Sa destinée, c'est quoi? C'est se libérer du plan de vie. C'est tout. Le reste, pas important. Une fois qu'il est libéré de ça. Oui. En fait, c'est un individu qui n'ose pas, justement, traduire tout ça dans l'action. Vous parliez justement du fait de plonger, d'y aller. Bah là, il est devant l'eau. Donc il voit son reflet, il voit le double, et il n'ose pas y aller, en fait. C'est ça. C'est comme amener le cheval à la rivière, puis on ne peut pas le forcer à boire. Même chose. Ouais. C'est l'insécurité. C'est son insécurité. Donc son conflit principal qui fait qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il n'a pas résolu encore ça. Il n'a pas assez souffert encore de cette insécurité-là. Lorsque cet individu-là souffrira suffisamment de cette insécurité-là, il va dépasser ça. Il va être obligé de dépasser ça. Ou il va crever, un des deux. Parce que ça peut le rendre malade, ça. Il y a un moment ou un autre où le cheval va être amené soit à boire, soit à mourir. Donc, s'il ne boit pas, il meurt. Il y a quelques minutes, vous aviez opposé deux notions. Donc il y avait des personnes qui étaient entre guillemets désajustées, qui donnaient la souffrance, et des personnes qui sont dans cette sorte d'ajustement, qui vont dans l'intelligence. Si vous pouvez plus définir ce que vous entendez par intelligence, parce qu'il peut y avoir aussi une intelligence psychologique, une intelligence rationnelle, qui peut aussi empêcher, on peut comprendre intellectuellement quelque chose. Ouais. L'intelligence psychologique, elle est virtuelle, surtout. Elle peut être associée avec la matière ou les événements, c'est évident, mais elle est toujours interprétée virtuellement. L'intelligence réelle, c'est la conscience de la réalité mécanique, vibratoire du système dans la vie de tous les jours. Alors, c'est la constatation de cette mécanique-là dans la vie de tous les jours. Un mot? Il y a une différence, là. Un est virtuel, un est vérifié dans la matière. Mais l'être humain qui fonctionne de façon psychologique est tout le temps essayé à cause de son insécurité, il va toujours anticiper, puis il essaie
de fabriquer des scénarios à finir, mais il ne réalise pas qu'il a besoin de passer à l'action pour constater avec sa capacité mentale, pour ne pas dire intellectuelle, là, mentale, la réalité qu'il perçoit. Autrement dit, toujours vérifier, toujours confirmer ce qu'il concocte dans son mental. Voyez-vous là? Sans ça, il va s'étendre dans le virtuel à infinitum. Il faut toujours qu'il vérifie. Donc, vérifier, c'est scientifique. Les scientifiques vérifient. Un scientifique va arriver avec une théorie sur la physique, que ça s'est vérifié mathématiquement ou physiquement. Voyez-vous? Aujourd'hui, on est rendu à la vérification mathématique. C'est trop complexe. Il faut qu'il vérifie tout le temps. Sans ça, c'est pas scientifique. Donc, l'être psychologique n'est pas scientifique dans son approche de la vie, de sa compréhension de la vie. Voyez-vous? Ça ne se comprend pas psychologiquement, ça se réalise vibratoirement. Par la suite, il y a une compréhension, mais en fonction d'une vérification constante. Plus on vérifie, plus on s'éveille, plus on vérifie. Et plus notre perception vibratoire s'affine. Ça a l'air contradictoire, parce que les gens qui fonctionnent au niveau, surtout les gens spirituels, ils pensent qu'il ne faut pas vérifier. Dans le sens, tout se passe magiquement, de façon magique. Ils donnent un peu trop confiance facilement. Non, il faut vérifier constamment. C'est la vérification qui affine notre perception vibratoire ou ce que vous appelez votre perception intuitive, inconsciente, évidemment. Parce que la perception intuitive, c'est l'équivalent de la perception vibratoire, mais de façon inconsciente. Alors, on parle ici d'intuition, mais en expliquant la mécanique systémique de ce que c'est. Très différent. Il n'y a plus d'interprétation psychologique de ce que vous percevez intuitivement. Que vous déformez, c'est évident, psychologiquement. Parce que de plus, même si jamais on va intuiter quelque chose, tout de suite, il va y avoir ce réflexe de vouloir rattraper ce phénomène dans notre compréhension psychologique. Ouais. On va se dire, non, mais c'est parce que c'est... Enfin, il y a ça aussi qui est assez intéressant, c'est que on est en quelque sorte programmé pour essayer de comprendre les choses psychologiques. Oui, c'est normal. C'est ça qui a développé notre capacité mentale. L'animal n'a pas la même capacité mentale, mais pas la même. Elle n'est pas aussi développée. C'est ce qui permet le développement, mais sous le contrôle, si vous voulez, du système. Allez-vous? Et non pas sous le contrôle de l'homme. Voyez-vous? Alors, il va y avoir un partnership entre l'homme et le système. C'est évident que le système contrôle tout. Mais lorsque l'individu commence à prendre conscience de la mécanique, des lois du système, à ce moment-là, il y a un partnership. Il y a une co-création qui se crée là. Il y a conscience. Encore faut-il que l'homme puisse concevoir qu'il y a au-dessus de lui, au-dessus de lui, qu'il englobe un concept, un système avec qui il faut faire une sorte de partnership. Et même si jamais il le conçoit, il faut que quelque sorte qu'il aille vers ce système-là, qu'il délaisse sa compréhension psychologique. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment une tendance chez l'homme à tout vouloir ramener à cette compréhension psychologique. C'est-à-dire que, contrairement à cette espèce d'intelligence de l'action, on va avoir une intelligence théorique et on va vouloir absolument, à tout ce que les phénomènes
quoi pouvoir observer, rentre dans ça. cette compréhension psychologique. Oui, c'est ça. Qui a refusé même l'action qui est face à nous. Il y a des gens qui vont occulter, sans même se rendre compte quelque chose qui dépasse leur théorie. On a vraiment l'impression qu'on veut tirer les choses vers notre monde et pas aller vers cette compréhension-là. C'est ça. Ouais. C'est quoi ça? C'est l'insécurité encore qui nous Oui, toujours. Ouais. C'est l'insécurité qui crée le développement, qui pousse le développement intellectuel, psychologique, etc., pour développer les facultés seulement. Mais l'homme, il ne regarde pas ça de même. Il regarde ça comme il essaie de... comment je dirais ça? Non? Il ne voit pas les facultés. Il ne voit pas qu'il est en train de développer seulement les facultés à son détriment, à lui, parce qu'il souffre. Il ne voit pas la game. Tant qu'une personne n'a pas contact avec la réalité systémique, il ne peut pas voir la game. C'est quoi la game? C'est l'évolution. Le système, il vous pousse à évoluer tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'homme évolue, mais inconsciemment, c'est ça l'évolution. Il évolue, mais à son détriment. Il n'est pas conscient de ça. Il souffre de ça. Voyez-vous là? Parce qu'il n'est pas conscient du système. Comment ça fonctionne? Il n'est pas conscient de cette dynamique-là. Voyez-vous? Une fois qu'il commence à être éveillé au système, à cette dynamique-là, etc., là, il commence à « Ah, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. » Donc, il s'adapte au système. Puis là, il utilise le système. C'est comme ça qu'il se libère. En utilisant le système. Pas le choix. Hein? On fonctionne avec des programmes pareils. Mais quand on crée les programmes soi-même, consciemment, c'est différent de les avoir créés inconsciemment puis les subir par la suite. Ce que vous appelez l'astral. L'astral, c'est quoi? C'est la mémoire, c'est l'information non ajustée à la réalité systémique. C'est tout ce que c'est. Qui maintient l'homme dans sa capsule hermétique psychologique. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette espèce de prison hermétique et virtuelle que l'homme s'est un peu autoconstruit, hein, donc ce fameux astral qui englobe, quoi qu'il arrive, on a le système qui pousse, qui est bien poussé, quoi qu'il arrive, l'individu, il va être, j'ai l'impression, un peu, pas fatalement, parce que je pense que c'est l'objectif, hein, d'avoir cette espèce d'observation multidimensionnelle, mais comme si l'homme, de par l'évolution du système, a une sorte de prédestination à être orienté, quoi qu'il arrive, vers cette ouverture. Être quoi? À être, comment dirais-je, orienté vers l'observation. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix là-dedans. Il n'est pas libre de faire quoi que ce soit. Il va souffrir en conséquence jusqu'à ce qu'il s'éveille. Il n'y a pas le choix. Dans ce sens-là que le libre arbitre, ça n'existe pas. Puis, on devient libre seulement lorsqu'on s'ajuste au système et on utilise le système. Regardez la science, regardez l'homme moderne, d'une certaine façon, il utilise le système de façon matérielle. Il est obligé d'avoir conscience de la physique pour avoir son iPhone, hein? Pour faire ce qu'on fait, mettre des vidéos sur YouTube, etc. Ça provient de la science, c'est la physique. Voyez-vous? Qui a développé ça, tout ça. Qui a permis tout ça. Et c'est parce que c'est... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tend un peu à se perdre, mais c'est cette capacité d'observation. C'est ces gens qui ont inventé toutes ces choses. Ils ont constaté, ils ont vu des phénomènes. Ils ont été dans l'action.
Là, j'ai un peu l'impression que, après, avec quand même certaines exceptions, on va pas tout amalgamer, mais il y a quand même, on va dire, un certain recul de l'observation. Aujourd'hui, on a beaucoup de théoriciens qui refusent, dans le domaine scientifique, qui vont pas s'intéresser à des choses qui, encore une fois, qui sont en dehors de leur niveau de compréhension. Mhm. C'est ça qui va un peu les empêcher à pouvoir observer, encore une fois, Parce la que réalité des actions. ouais, parce qu'ils expérimentent pas assez dans la matière, ils sont trop dans le virtuel, probablement. Si ils constataient dans la matière de façon constante, et s'ils développaient s'ils savaient que la théorie c'est bien beau, mais il faut toujours vérifier dans la matière, ou faire vérifier, voyez-vous? À ce moment-là, ben, ça changerait des choses là, chez ces individus-là. Chez scientifiques là. Il y avait aussi justement le fait que j'ai un peu l'impression, et je ne sais pas si jamais c'est ajusté de présenter la chose de cette manière, mais quand on est dans une compréhension psychologique, donc basée vraiment sur la souffrance, bah, on va subir un peu ces programmes. Est-ce que justement le fait qu'on va commencer à utiliser ces programmes, est-ce que c'est pas justement ainsi qu'on a cassé cette espèce de carcan hermétique et qu'on est rentré dans cette observation multidimensionnelle? C'est ça, ouais, ouais. Utiliser l'énergie des programmes déjà en place. C'est ça la transmutation. C'est là que l'homme commence à transmuter l'énergie. Au lieu que l'énergie lui le desserve à travers ses émotions, etc., il s'en sert. Parce que lorsque les programmes se déclenchent, il y a un automatisme de mise en vibration. À ce moment-là, l'individu qui est conscient, qui est en mesure d'observer en temps réel, le fait qu'il observe va neutraliser, si vous voulez, va empêcher l'émotion. Donc, va empêcher de rajouter une couche d'information dans la programmation, puis ça se perpétue comme ça. Donc, l'individu va utiliser l'énergie, donc il va créer un programme. Même s'il n'en a pas conscience au début, il crée un programme. À force de répéter cette expérience d'observation, ça va devenir automatique à un moment donné, lorsqu'il va le vivre suffisamment. On fonctionne comme ça. Pas compliqué, là. L'homme se complique les affaires, mais c'est pas compliqué dans le fond. Ça semble compliqué vu du point de vue psychologique, ce que je parle. Ça semble abstrait, mais c'est très concret. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on justement on a abordé l'hermétisme, on parle de transmutation. Je pense que ça va plaire aux personnes qui sont intéressées par l'alchimie. Mais ça prend quoi cette transmutation? C'est que on sent qu'il y a une mise en vibration et c'est l'utilisation de cette énergie. Comment ça se caractérise en fin de compte, cette espèce d'approche transmutatoire? C'est quoi concrètement justement dans, je sais pas, comme exemple, là, vous posez une question qui essaie de comprendre psychologiquement. Ouais. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un bel exemple. Un bel exemple. Je ne peux pas répondre à votre question. Voyez-vous? Parce que ça demande une réponse psychologique. La seule chose que je peux dire, c'est que pour observer, il faut réaliser. Pour réaliser, il faut s'immerser. Pour s'immerser, il faut avoir conscience de l'interférence psychologique à comprendre. Ça répond à votre question. Ou de la résistance psychologique à comprendre, psychologiquement. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais je pense que c'est bon signe. Bon signe. C'est ça. Voyez-vous comment ça c'est vibratoire. Ce que je viens de dire, c'est vibratoire. C'est plus ou moins compréhensible psychologiquement. Pourquoi? Parce que l'individu n'est pas en mesure de voir tous les concepts en cause. Ça prend l'expérience. Voyez-vous? À ce moment-là, si vous avez
si vous avez réalisé ces concepts-là, si vous voulez, cette réalité-là, là, c'est facile de... Ah, ok, c'est pas. C'est pas... Pardon? Oui, j'allais dire justement, c'est pas je comprends encore une fois et je vais passer à cette espèce d'action transmutatoire, c'est je dois plonger, je dois y aller. Et éventuellement le vivre. Ouais, exactement. Ouais, faut faire un saut de foi. Un saut de foi. Un quantum leap, un saut quantique. Ça en est un saut quantique, ça. Un leap of faith, qu'ils appellent en anglais. Avec le pied, puis pas savoir s'il va y avoir du solide. Il y a du solide. Il y a un film, justement, de Indiana Jones où il image ce phénomène-là de façon très claire. Où l'individu met le pied, et puis il ne sait pas, et quand il met son pied, c'est du solide. Mais il ne le voit pas. Ça se mêle avec le décor. Et puis ensuite, il jette du sable ou des petites roches, puis là, il voit le pont, sur lequel il vient mettre le pied. Après. Mais il est obligé de mettre le pied avant. Il est obligé de faire un acte de foi, là, dans le sens de ne pas avoir le choix. Il n'y avait pas le choix de mettre le pied là. Pour passer d'un espace à un autre. Mais il y avait un pont. Mais le pont était invisible. Vu du point de vue psychologique, insécure. Voyez-vous, là? Même chose. De l'espace. Autrement dit, l'être humain, pour faire conclure, l'être humain essaie de sécuriser avant de passer à ça. Autrement dit, il faut qu'il comprenne. Sa compréhension, par la compréhension, il essaie de se sécuriser. Voyez-vous le problème, là? Mais il doit poser le pied sans se sécuriser psychologiquement. C'est ça le test. Alors qu'on a plus tendance à jeter le sable et après on pose le pied, sauf que là... Ouais, mais vous ne savez pas. Ouais, bon. Au départ, vous ne savez pas. Ça ne marchera pas, le sable, au départ. Oui, bien sûr, bien entendu. Il faut que vous fassiez le premier move. Le premier mouvement, c'est mettre le pied dans le vide. Voyez-vous? Après ça, OK. Là, vous envoyez du sable pour voir le reste. Sans ça, vous n'avez pas... Vous n'aurez pas l'idée d'envoyer du sable. Voyez-vous? On le regarde comme ça. Il faut impérativement se Ou on peut renverser ça, dans le sens que la personne est suffisamment... elle réalise suffisamment pour, justement, être en mesure de voir le pont. Être en mesure de voir le pont, c'est l'équivalent d'envoyer du sable. Voyez-vous? Mais ça prend c'est pas une affaire de compréhension psychologique à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, il faut se laisser aller dans le vide, se délester. Oui, parce que c'est l'inconnu. C'est l'absence d'expérience. Voyez-vous? De l'individu. Il n'y a pas l'expérience. L'être humain n'a pas l'expérience consciente de la réalité vibratoire. C'est ça le problème. Il s'imagine une seule affaire. Mais quand il s'imagine une seule affaire, il n'a pas conscience scientifiquement de la réalité systémique. C'est ça le problème. C'est comme avant la science moderne, il s'imaginait bien des affaires. Puis la science moderne a élucidé beaucoup de mystères. Ce que l'homme pensait du temps, avant Einstein, puis après Einstein, c'était pas la même chose. Einstein a élucidé le mystère du temps. Entre parenthèses. Ça a changé toute la science
moderne. Voyez-vous? Et Donc, puis on peut justement espérer que la science élucide d'autant plus de mystères pour c'est ça. arriver finalement à cette approche, à cette compréhension multidimensionnelle. C'est ça. La science ou la nouvelle science, commence par la science mentale. La nouvelle science, la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, là, bon ben, la nouvelle science, la science qui va remplacer cette science-là, commence par la science du mental. Sans la science du mental, il ne peut pas se créer une science différente de la science d'aujourd'hui. L'approche. Impossible. C'est peut-être effectivement cette science mentale qui va mettre fin, entre guillemets, à cette science autrefois psychologique, parce qu'il y avait justement... Avec l'approche psychologique. Ouais. Limitée. C'est ce qui limite la science d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut imaginer une science pareille, qui fait aussi... Ah ouais, c'est évident. Elle va être beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus évoluée. Ben, il va y avoir des éléments qui sont pas visibles par l'humanité en ce moment, la science en ce moment. Autrement dit, un scientifique d'aujourd'hui, il faudrait qu'il s'éveille, puis là, il créerait une nouvelle science. Avec tout le background scientifique qu'il a, là, universitaire. Il faudrait que lui aussi, il fasse le saut dans le vide. Oui, exactement. Il doit passer par le développement d'une science mentale pour passer à autre chose. Créer une science plus avancée, si vous voulez. C'est de même que ça fonctionne. C'est évident, là. Cette science-là va être... la science d'aujourd'hui, c'est rien, là, comparé à ça. Une science de moins en moins psychologique. Ouais, bien, science de la réalité vibratoire. D'ailleurs, il y a certains scientifiques qui commencent à intuiter tout ça, là. Puis commencent à réaliser que derrière la matière, derrière le fonctionnement de la matière, il y a de l'information. La mémoire akashique des hindous, il y a une réalité derrière. C'est une perception intuitive d'une réalité. Bon, ben, la mémoire akashique, c'est tout simplement le système, l'information dans le système. C'est tout ce que c'est. Mais une fois qu'on sait comment fonctionne, qu'on commence à savoir comment fonctionne le système, et là on réalise qu'est-ce que c'est, puis qu'on peut développer notre capacité à explorer ce système-là. C'est comme l'homme qui crée des fusées, puis s'en va dans l'espace. Tant qu'il n'a pas créé la fusée, oubliez ça, là. Il ne peut pas se promener dans l'espace. Hein. Il ne peut pas mettre des satellites, etc. dans l'espace, etc., etc. Donc sa réalité est différente, là. Il est limité, hermétique. La planète, la même chose, même. Finalement, c'est ça qu'il faut à l'homme, il faut une nouvelle fusée. Et cette fusée, c'est la compréhension multidimensionnelle. Ouais. Une fusée pour aller dans l'espace. Sortir de l'attraction terrestre. De l'hermétisme terrestre.